Prochaine sur la liste, c'est Research. Je sais, vous ne la connaissez pas et ce n'est pas plus grave que ça. Le but, c'est également de découvrir les entités. C'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Est-ce qu'elle mérite à nouveau avoir une place dans celle-là, dans cette dernière, surtout que je suis en train de la réduire? Pour le moment, dans le secteur de la santé, je n'ai pas encore réussi à enlever une seule entreprise. Donc, on continue ici. Je vais utiliser ce prompt que vous pouvez retrouver là, en description de la vidéo. J'utilise celui-ci, c'est un parmi tant d'autres. C'est pour me permettre ici de gagner du temps. Parce que si on regarde les chiffres, c'est bien. Il y a l'analyse fondamentale ici, le quantitatif plus le qualitatif. Et donc, j'aime bien souvent, le qualitatif pour moi ici permet de soutenir les chiffres et le qualitatif, pas de soutenir les chiffres, de soutenir et de faire parler les chiffres. Le quantitatif présente uniquement les chiffres. So, nous avons Research. Elle fait quoi? Elle développe des logiciels avancés pour la planification du traitement de la radiothérapie et la gestion de centres d'oncologie, vendus sous forme de licence et de contrats de maintenance. Je vois ici, radiothérapie, oncologie, ce sont des thématiques porteuses, malheureusement. OK? Amérique du Nord, etc. Est-ce qu'elle a un potentiel de croissance? Croissance des besoins de radiothérapie adaptative et en protonthérapie. Donc, le passage du modèle SAS et l'intégration de l'IA pour l'automatisation des plans de traitement, réintelligence, augmente le revenu client. Vision dans 10 ans, c'est de devenir le système d'exploitation central et universel pour l'oncologie, intégrant la radiothérapie, la chirurgie et la chimiothérapie. Personnellement, j'espère qu'elle ne pourra pas le faire et que cette maladie-là, on trouvera des médicaments pour du long terme ici, au point où on n'ait pas besoin d'avoir à faire tout ceci. Mais, niveau business, voilà. Pour le moment, elle est bien positionnée pour en bénéficier. OK? Ensuite, est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Bien sûr. Coût de changement, ainsi que, avance technologique, ça va surtout être au niveau de actifs, disons, c'est immatériel. C'est pas trop un avantage concurrentiel. D'accord? Pas que c'est pas un avantage concurrentiel, l'avantage technologique, mais c'est un actif immatériel. OK? Donc, ça vient avec les brevets, etc. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les coûts de changement. Une fois qu'une équipe clinique est formée sur RayStation pour planifier des traitements complexes, le coût de réapprentissage et le risque clinique liés au changement de logiciel sont massifs. OK? Donc, l'indépendance vis-à-vis des fabricants de machines et un autisme matériel est un avantage unique. Donc, techniquement, elle vend juste le logiciel. Que vous utilisez la machine X, Y ou Z, son logiciel s'adapte à toutes ces machines-là. Donc, moi, j'aime bien ça. Est-ce qu'elle a un pouvoir de fixation des prix? Il mentionne ici moyen, même si la marge brute est assez élevée. Donc, la capacité à maintenir des prix premium pour les fonctionnalités de pointe, bien que limitées par les cycles de budget hospitalier. Donc, en fait, la limite ici, c'est quoi? C'est le budget hospitalier. Techniquement, si le logiciel est bon et qu'il est indispensable, pour moi, je pense que moyen, c'est mieux que pas du tout. Donc, je pense qu'on a un pricing power de manière générale. Quand tu as une entreprise de 90% de marge brute ici, on a littéralement un pricing power. Donc, on peut voir ici que les raisons pour lesquelles il nous dit, l'entreprise ici mérite d'avoir une place dans notre watchlist, c'est simple, on a l'indépendance stratégique, on a à peu près un modèle scalable, etc. Je vous laisse aller lire ça ici pour ceux qui ont accès au prompt. Bref, ou bien mettez pause, lisez et on avance. Bref, maintenant, ça veut dire que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist selon notre prompt. Maintenant, selon les chiffres, est-ce que c'est le cas? Moi, ici, je ne serais pas étonné que ce soit le cas. OK? Parce que j'ai une toute confiance à ce prompt-là. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. So, on fait quoi? Croissance des revenus. OK? On aime ça. Croissance des revenus, ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Marge brute. Marge brute, on a quoi ici? On a une pression au niveau des marges brutes. Mais excusez-moi, on parle d'une entreprise qui a presque 90% de marge brute. Bon, ça ne dérange pas plus que ça. Ça reste toujours très, très intéressant. Marge EBITDA. Et ça, c'est problématique. Parce que si les marges EBITDA sont en dents de scie, la raison peut être due à une seule chose, les budgets de R&D. Ou bien l'augmentation, même pas une chose, soit l'augmentation des budgets de R&D, soit l'augmentation ici de la force de vente. Et ça peut être des éléments temporaires, des coûts variables. Donc quand moi je vois ça, je n'aime pas, mais également, en allant décortiquer un tout petit peu, je suis sûr et certain que je pourrais comprendre. Parce que les marges brutes, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas manquer d'au moins 30 à 40% ici d'EBITDA. OK? Ensuite, on regarde les marges nettes, qui vont être aux alentours de 16%. Ici, les marges de free cash flow, voilà, qu'est-ce qu'on a? Free cash flow, boum, on les met sur le même graphique. Je vais prendre une médiane ici. Voilà, 1, 2, et je mets ça à ce niveau. Vous constatez quoi? Que les free cash flows sont très élevés, n'est-ce pas? Et que ces free cash flows-là sont même parfois plus élevés que les marges EBITDA. Donc,
Ça m'encourage ici à penser, ça m'encourage ici à dire que c'est pas le problème, mais la raison pour laquelle les marges EBITDA ressemblent à ceci, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des dépenses opérationnelles. Et ça peut être quelque chose, ça peut être un coût variable de manière générale. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. On a des marges EBITDA de prix de 30% par là. En moyenne, aujourd'hui, c'est 22%, etc. Mais vous constatez que les marges en question ont tendance à être, voilà, c'est pas une ligne droite. Et donc, ça va nous forcer à aller poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'on vend un logiciel. Pourquoi est-ce qu'on a des marges de bout de pareil? Attention, logiciel SBC. Est-ce que c'est le cas? Il n'y en a pas. Ouf. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il n'en a pas qu'on ne va pas aller vérifier. Attention. Combien de fois les bénéfices le marché va payer? Attention, est-ce que je n'ai pas regardé ici le nombre d'actions? Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. On aime ça. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe ici? Non, dette nette sur EBITDA, c'est une entreprise qui n'est pas endettée du tout. Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Et quand on regarde pour une entreprise qui a une croissance pareille, des marges pareilles, vous allez payer combien de fois les bénéfices? Personnellement, je paierais aux alentours de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Donc, voilà. Après, vous pouvez payer 10 fois les bénéfices si vous voulez. Hein, ça, c'est pour vous. Donc, ici, nous avons une entreprise. Les analystes, faites attention au niveau des analystes. Il faudrait aller regarder les cash flows opérationnels. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur les cash flows opérationnels? Vous remarquez ici. Et surtout, depuis combien de temps? Quand on prend ici, et encore, il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier. Donc, faites attention. C'est une entreprise qui n'est pas énormément suivie. Donc, il faut faire attention aux prévisions. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais j'aime bien les chiffres que j'ai vus ici. Mais au niveau des attentes, il faudrait faire attention. Parce que si j'étais malhonnête, j'allais vous dire ici que oui, on prend ça, les analystes attendent ceci, voilà. Non. OK? Il faut toujours tout vérifier. Ici, nous avons une entreprise qui est en croissance. La croissance c'est pas une ligne droite ici, elle n'est pas linéaire. Donc, on voit ici qu'on est à peu près, ce sont en dents de scie, mais c'est reste une croissance, littéralement. Donc, ce que moi j'observe ici, c'est combien de fois les bénéfices, combien de fois les cash flows opérationnels je pourrais payer pour ce genre d'entreprise. Ce genre d'entreprise, pourquoi est-ce que je prends les cash flows opérationnels? Parce que les free cash flows ont tendance également à fluctuer, ainsi que, même quand on les ajuste, donc il faut faire attention ici. Les cash flows opérationnels sont plutôt stables. J'aurais même pu prendre ici le price to sales. OK? Donc, combien de fois, quelle est la moyenne des cash flows ici? Normalement, elle pourrait se payer à plus que 15 fois les cash flows opérationnels. C'est du logiciel. Mais je vais prendre 15 fois. Juste pour être le moins disant possible. Et dans le 15 fois, je fais ceci. Est-ce que nous avons une entreprise qui a les capacités ici de rapporter au moins le même niveau de bénéfice de cash flow opérationnel qu'en 2024 dans les années à venir? Oui. Pourquoi? Parce que les attentes sont au-delà des 14,15 qu'on avait en 2024. On s'attend à peu près à 18,52 en 2027. Et selon non seulement c'est du logiciel, mais selon le marché sur lequel elle opère, c'est un marché assez porteur. Et je sais également que les hôpitaux, présentement, font beaucoup d'argent. Enfin, surtout aux États-Unis, d'accord? Ce qui veut dire que quand on parle des États-Unis, il faut qu'on aille vérifier ici, les États-Unis représentent quoi en termes de part de marché? De manière globale, ici, on a quoi? Amérique du Nord, 35%. OK, parfait. Donc, Amérique du Nord, 35% et Canada et États-Unis, hein, d'accord? Europe, reste du monde ici. Donc, pour moi, je mettrais 15 fois, mais je reste assez conservateur. Je pense. Hein. Et donc, pour moi, je dirais que la compagnie est correctement évaluée au prix actuel. Correctement évaluée sous-entend qu'en l'achetant en date d'aujourd'hui, on l'achète à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Ce qui voudrait dire ici que ça pourrait être une très bonne opportunité. Surtout si la croissance est séculaire. Donc, research, intéressant à aller regarder maintenant. OK? Selon moi. Donc, on peut regarder ici en termes de free cash flow, voilà, par rapport aux dividendes, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il y a de grandes chances que ça continue à croître. En date d'aujourd'hui, admettons, prenons les bénéfices nets à ajuster. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets à ajuster en date d'aujourd'hui, donc, attendu en 2028, hein, même si on devrait à peu près l'actualiser, etc. Le potentiel ici attendu, on a à peu près quelque chose en l'entour de combien? 6% par là. C'est intéressant pour research. En tout cas, pour moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. OK? J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Les chiffres, si tu les prends de manière isolée, tu peux avoir un avis, disons, mitigé. Mais quand tu vois à peu près ce que l'entreprise fait, la thématique, ce qu'elle vend, ça serait difficile pour toi de dire le contraire. En tout cas, ça c'est moi, hein. Vous, je ne sais pas. Donc, je la mets dans ma watchlist dans tous les cas de figure. OK? Je pense que les abonnés Top Premium, vous avez accès à cette watchlist. Peut-être que je la remettrai encore en mode... Enfin, je verrai, ce n'est pas le but de la vidéo ici. Bref,
Research, qu'est-ce qu'on a dit par rapport au target price ici? On a dit 15 fois les bénéfices. On se dirait ici que l'entreprise est correctement évaluée. Donc, je mettrai ici 223 SEC. Mais attention, ça sous-entend que en disant correctement évalué, je ne prends pas en considération la croissance. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, ça serait intéressant de prêter attention à ce genre de business. J'aurais pu prendre les cash flows opérationnels et les mettre à 20 fois. OK? J'aurais pu le faire. Mais je préfère rester juste à ce niveau-là. OK? Celui qui regardera cette vidéo saura pourquoi. Donc, pour moi, c'est une entreprise à aller regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Peut-être même je vais la mettre ici en haut de la liste. Même si c'est une compagnie européenne et que je suis majoritairement investi en Amérique du Nord. Pourquoi pas? Mais j'ai des clients qui sont qui sont investis en PEA. Donc, pourquoi pas? Si je peux le faire, ça ne va pas me prendre des jours non plus. Bref, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Tous les prompts sont en description de celle-ci. De toute façon, il y a un seul lien. Et je rappelle ici une chose. Si vous êtes abonné au Top Premium et que cette compagnie vous intéresse, commencez à utiliser les prompts histoire de vous faire un avis assez rapidement avant d'aller dans les rapports annuels. OK? Ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me ai pleinement et royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours comme plaisir. Merci, au revoir.